passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui cherche toujours le dialogue avec la marge. Elle, c'est Marie-Thérèse Allier, fondatrice et directrice de la Ménagerie de Verre, lieu d'expérimentation artistique depuis plus de 30 ans, qui a vu naître des noms qui comptent aujourd'hui parmi les artistes les plus importants et talentueux de leur génération, comme Philippe Ken et Jérôme Bel, pour ne citer que eux deux. Ce soir-là, à la Ménagerie de Verre, c'était un soir de première, mais c'était le premier soir où il n'y avait pas de chaise sur le côté, la chaise réservée à Marie-Thérèse Allier. Elle venait de s'éteindre quelques jours auparavant. Elle avait 91 ans et elle aura dirigé la Ménagerie de Verre jusqu'à son dernier jour. Et ce soir-là, au programme du festival Étrange Cargo, c'était la grande remontée, de et par Pau Simon, un solo performatif accompagné de la musique live d'Elg, une pièce qui fait croiser sur scène recherche artistique, universitaire et militante, une recherche autour de la contraception testiculaire, un impensé sociétal qui fait crisper autour de lui les questions des masculinités et de virilité, un travail qui nomme pour faire exister, une danse qui invente une nouvelle grammaire pour un futur plus désirable. Pau Simon est mon invité aujourd'hui, à distance depuis Marseille, où il réside. Pau Simon, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre. Avant de commencer notre entretien, j'aimerais savoir comment vous souhaitez être genré et peut-être pourquoi, si vous voulez. Alors, bonjour Zineb. Je préfère être genrée IL. Et quand le IL est vraiment trop traumatique ou difficile, je propose une alternance entre le IL et le L. Voilà. Merci pour cette précision, mais n'hésitez pas à me corriger si jamais dans la formulation de mes phrases, le genre n'est pas encore clair ou précis, mais merci en tout cas. Pau Simon, vous êtes chorégraphe, interprète et chercheur. Votre recherche est toujours pluridisciplinaire, au croisement de la danse, des arts visuels et des sciences sociales. Récemment, dans le cadre du festival Étrange Cargo, vous avez présenté à la Ménagerie de Verre La Grande Remontée, un projet issu d'une recherche tentaculaire, à la fois universitaire, militante et artistique, autour de la question de la contraception masculine. Pour entrer dans cette matière, on va démarrer avec un extrait. Il faut réapprendre à secouer notre cul pour se remettre les idées en place, disait Fanny Sosa à propos du twerk, qui originellement est une danse qui peut être conceptive ou abortive, selon comment elle est pratiquée. Pratiquée après un rapport sexuel possiblement fécondant, le twerk, avec ses secousses intenses dans la zone du bas-ventre, empêche l'ovule fécondé de venir se nicher dans l'utérus. Va des rétrospermato, va des rétrospermato, va des rétrospermato. On a peut-être entendu parler des danses de fertilité, mais on ne connaît rien des danses contraceptives et abortives. Je me suis initiée à des danses secrètes. Des danses qu'on ne transmet pas,
ou des danses qui n'apparaissent jamais sur scène. Je me suis par exemple initiée à une danse testiculaire, la grande remontée, The Great Hold-Up, qui, pratiquée quotidiennement, est contraceptive. Un extrait donc de votre spectacle La Grande Remontée. Pourquoi La Grande Remontée et comment vous avez travaillé pour trouver cette danse contraceptive ? Alors, pourquoi la grande remontée? Il y a un peu deux sens dans cette formule. Il y a à la fois une sorte d'allusion au geste de la remontée, enfin à la pratique et au geste de la remontée testiculaire qui est contraceptive. Et j'ai ajouté le mot grande parce que il y avait un peu cette idée un peu épique, un peu d'aventure qui entoure un peu cette pratique. Ça paraît toujours être une sorte de grande chose à faire. Et je crois que j'assumais aussi un peu le côté assez populaire de ce titre. Ça pourrait presque être un film de Louis de Funès, quoi. La grande vadrouille, la grande remontée. Et l'autre côté, c'est plus une sorte d'allusion à un regard qui s'est pas mal posé sur moi à certains moments du processus de travail. Quand je disais que je travaillais sur la contraception testiculaire, je me prenais un peu de réflexion d'être un peu une sorte de personne un peu dangereuse, une féministe castratrice, et que en fait on me renvoyait un peu que j'étais une grande personne remontée, révoltée et castratrice. Et je pense que ça m'amusait, cette zone un peu de malaise qui en fait donnait beaucoup d'occasions de débattre. Et voilà, du coup c'est un peu l'image de moi et en même temps cette pratique de la grande remontée donc. Et cette danse-là, comment vous avez traversé dans le corps le geste pour y arriver, pour la trouver ? Ben, il y a eu, enfin, je pense à plein de choses en fait, plein d'entrées par lesquelles je pourrais répondre. Il y a le fait que, à un moment donné, avec une designeuse, Lucille Sauzet, on a pensé une sorte de postiche pédagogique pour pouvoir contourner la censure autour de la pédagogie, autour de la contraception testiculaire, et qu'en fait, on a fait une sorte d'objet où on peut montrer sur son propre corps la remontée testiculaire, peu importe son genre, parce que c'est une sorte de culotte, quoi, voilà. Donc ça, c'était une première façon, en fait, de peut-être l'imprimer ou de le ressentir sur son corps. Et sinon, je crois que je pourrais dire aussi que, de par mon expérience de la danse, il y a beaucoup quelque chose qui s'est fait à l'échelle 1 du sujet. C'est-à-dire, en fait, si je travaille sur les couilles, sur les testicules, il fallait bien qu'à un moment donné, je passe par l'épreuve pratique. Et après, évidemment, ça engage plein d'autres champs, une expérience aussi de drag king. Enfin voilà, ça peut poser plein d'autres questions, mais en fait, il y a aussi un niveau très très premier degré de se testiculer et de voir comment le corps il bouge avec. Quelle est l'expérience de la gravité, quelle est l'expérience sociale de faire ça? Est-ce que ça modifie la marche? Est-ce que ça modifie quelque chose? Mais justement, en fait, est-ce qu'une fois équipé, est-ce que ça a transformé du coup votre danse initiale? Est-ce que ça a donné de nouveaux gestes? Est-ce que ça a donné une nouvelle danse que vous avez donc appelée contraceptive, par exemple? Pour exprimer que c'était une danse, il fallait déjà commencer par s'outiller, en fait. Ça produisait une contrainte, un jeu, ça produisait une grammaire ultra spécifique, on pourrait dire. Je joue pas mal avec donc mes testicules qui sont plutôt des sortes de boules de santé chinoises. Et ça permettait de raconter plein de choses dans le rapport d'un individu à ses testicules, qui a un rapport qui est pas beaucoup représenté. On pourrait dire que le phallus, pour parler du masculin, prenant un peu toute la place, ça m'intéressait de voir aussi quel était un peu le rapport à quelque chose de plus fragile, de plus de mou, de sensible, et qui fait aussi partie du sexe, quoi. Mais par contre, sur ce truc de danse contraceptive, disons que j'ai appelé cette méthode, j'ai eu envie de la rendre une danse sous forme
de métaphore, parce que pour moi, elle racontait vachement elle faisait appel à plein de pratiques un petit peu sorcières ou pas transmises, plein de pratiques un peu invisibilisées. Et voilà, et je faisais le parallèle avec ce que raconte Fanny Sosa du twerk, qui voilà, on en a une certaine image assez déformée, je sais pas, par tout un univers du clip de rap, voilà. Et en fait, le twerk, quand on rétropédale un peu et qu'on s'y intéresse, bah, c'est une pratique d'autonomie de la reproduction, quoi. Et voilà. Et du coup, moi, je faisais vraiment le lien entre ça peut être une danse, on peut le penser, on peut le regarder comme une danse, au sens rituel et au sens qui a un pouvoir, en tout cas, dans cette danse. Elle a une fonction, cette danse. Ça faisait appel à ça. En tout cas, avec la grande remontée, vous avez amené pour la première fois sur le plateau de danse un sujet presque vierge de toute représentation. Dans l'imaginaire collectif, art et contraception masculine et donc militante ne semblent pas aller de soi. Comment vous vous êtes retrouvée à travailler dans cette intersection entre danse et contraception testiculaire ? Alors, juste, c'est super intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous avez dit une fois masculine et une fois testiculaire. Et moi, j'essaye plutôt de parler de contraception testiculaire parce que justement, on peut avoir des testicules et pas être un homme. Donc, il y a plein de... Voilà, j'utilise plutôt ce mot-là. Comment tout cela a démarré ? Je pense que c'est un peu comme plein de choses dans mes projets, ça démarre souvent par hasard. Si je programme un projet, en général, bon... c'est pas pareil. Donc c'est un peu une sorte de thématique qui m'est un peu tombée dessus. C'était à un moment donné aussi dans ma vie où je m'étais un peu renseignée sur des contraceptions naturelles, plutôt féminines. Et quelqu'un m'a dit « Mais tu ne connais pas le remont de couilles toulousain ?» Et j'ai dit « Mais non, pas du tout. » Donc ça partait pas du tout d'un projet scénique en tout cas. Et je pense que ça m'a saisi parce que j'avais, je pense, à l'époque, quand j'ai découvert ça, je pense que j'avais une sorte de colère aussi, de me dire, mais mince, je m'estime plutôt féministe, plutôt informée. Comment ça se fait que ce soit pas beaucoup plus visibilisé, transmis? Ça a l'air d'être une méthode extrêmement peu invasive. Enfin, il y avait quelque chose de c'est une méthode très pacifique, quoi. Juste, je comprenais pas. Et en même temps, enfin voilà, il y a eu des rencontres qui ont eu lieu et qui m'ont vraiment aussi, qui ont marqué aussi beaucoup le travail par la suite. Parce que je pense que je trouvais un super équilibre entre, oui, certainement il va y avoir une pièce de danse ou quelque chose artistique qui va se fabriquer, mais il y avait aussi tout un contexte militant et complètement extra artistique dont je pense que j'ai assez besoin en fait pour faire des choses. Donc ça a démarré voilà plutôt on va dire avec des questions, enfin une sorte de réflexion personnelle, mais ça a été beaucoup augmenté par beaucoup de rencontres, notamment tous les militants de l'association de l'Art des Coms, l'association de recherche et de développement pour la contraception masculine, aussi au contact de Maxime Labrie, qui est même pas mal cité dans la pièce. Enfin voilà, de réfléchir à la position des hommes cis hétéros dans la société, j'en avais vraiment besoin. Et voilà, et d'être au contact de personnes qui étaient dans une réflexion sur leur déconstruction plurielle de leur genre, c'était... voilà, ça m'a vraiment nourri aussi beaucoup. Mais ça avait pas vocation à l'origine d'être une pièce au plateau, c'était plutôt un travail de recherche universitaire, il me semble. Comment ça a cheminé vers une création ? C'est vrai que j'ai mis du temps à entrevoir une sorte de possibilité que ça arrive sur scène, puisque je voulais pas me retrouver dans une sorte de position de faire une conférence ou voilà, d'être dans une approche didactique, sociale. Enfin, il y a beaucoup la plupart des formats qui sont réalisés, c'est souvent des documentaires. Enfin, et tant mieux, parce que voilà, il faut mettre des mots, il faut donner à voir pas mal autour de cette pratique. Mais je pourrais pas dire qu'il y avait une chronologie complètement fixe, qu'il y a eu vraiment d'abord que le mémoire et après que la pièce, parce que finalement c'est dans le contexte du mémoire que j'ai aussi trouvé mon sorte d'ambassadeur qui est le tanuki, qui m'a permis en fait d'arriver sur scène ensuite. Enfin, on pourra peut-être raconter ce qu'est le tanuki après. Mais oui, je savais que j'avais besoin
de réfléchir, mais de manière très très large en fait. Pour moi, ce sujet, c'est aussi une forme de prétexte. Donc voilà, j'ai beaucoup questionné les masculinités, les constructions masculines à travers ce petit angle d'entrée, cette petite, j'allais dire petit angle d'attaque, mais je me suis censurée, on va dire cette petite entrée. Et voilà, et pendant la recherche, je me suis rendu compte que quand j'écrivais mon mémoire, il y avait déjà beaucoup de présence de la danse dans ma façon d'écrire. Je pense même que, voilà, je le dis dans l'introduction de mon mémoire, je crois que je dis ce mémoire voit des danses pendant qu'il s'écrit. Et du coup, je sais que même dans ma façon de faire de la recherche, il y avait déjà de la danse, possiblement. Alors, l'inspiration Tanuki, est-ce que c'est le film d'animation Pompoko ou comment? Oui, c'est la créature en elle-même qui était assez fantastique en fait par rapport à ma thématique. Donc pour les personnes qui ne voient pas ce que c'est qu'un tanuki, c'est un petit animal qui a son pendant mythologique, mais qui est aussi un vrai animal qui vient du Japon, qui est doté de testicules transformables et agrandissables et qui peuvent prendre plein de fonctions très différentes et qui est lui-même en fait un être de métamorphose, mais il y en a beaucoup dans la culture shintoïste. Et le tanuki, la première fois, c'était pas par Pompoko que j'ai découvert ça. Je pense que c'était plus par des estampes. Peut-être un ami m'a parlé de ça, je sais plus. Et au départ, j'ai juste un peu rigolé. C'était pas une sorte d'intuition super claire. Et puis un peu après, je suis revenue sur cette créature en me disant, mais en fait, qu'elle avait un potentiel de cabaret spectaculaire vraiment très intéressante, qu'elle permettait une sorte de zoom aussi sur les testicules, parce que c'était intéressant en fait d'amplifier son sujet comme ça sur mon corps. Ça rendait aussi dans la proportion, parce que du coup j'ai un costume de tanuki, le pénis devient quelque chose de vraiment petit, de très accessoire. Et puis en fait, dans les estampes de tanuki japonaises, il y avait un peu ce truc de les testicules sont très présentes, mais elles sont pas sexualisées comme dans les estampes des shunga par exemple, où il y a des phallus très pénétratifs, etc. Enfin, elles sont très présentes et en même temps très acceptées dans l'espace social, parce que voilà, on s'en sert de filet de pêche pour attraper des poissons, on s'en sert pour se protéger de la pluie. Dans Pompoko, à un moment donné, ça sert de parachute pour échapper à la police. Enfin, dans Pompoko, il y a beaucoup de gestes de sabotage, et en fait, c'est quand même assez génial. Toucher à cet endroit qui, justement, est soi-disant un endroit un peu sacré, un peu intouchable, assez fixe, en fait, voilà, il faudrait pas trop... En fait, ils amenaient de la modularité, je sais pas comment on pourrait dire, comme une terre glaise, transformable à l'infini. Et non seulement par rapport à des questions de genre, je trouvais ça superbe d'avoir une anatomie sexuelle qui pouvait devenir plein de choses, des paysages, des mondes, des costumes. Pour moi, c'est une sorte de traitement queer de la testicule, en fait, ou des corps testiculés, ce tanuki. Ça n'a jamais été vraiment regardé comme ça dans les études de genre, donc c'est peut-être un peu abusé, je ne sais pas. En tout cas, j'essaye des choses. Moi, j'essaie de réfléchir, en tout cas, à sa présence en tant que frics, déjà, ça c'est sûr, parce qu'il fait partie des frics au Japon, mais aussi d'un traitement queer de la masculinité ou de la testiculation, je sais pas comment on pourrait dire. Plus tôt, vous avez parlé du rôle de Maxime Laborie dans les échanges qui ont nourri votre travail. Vous avez parlé d'approches documentaires qui existent comme matière pour rendre compte de ce qui existe aujourd'hui. On va écouter justement l'extrait 2. La production de spermatozoïdes dépend d'une chaleur inférieure à celle du corps de l'ordre de 1 à 2 degrés. C'est pour ça que les testicules sont excentrés du corps. Et le protocole de la thermique, en fait, c'est simplement de rapprocher les testicules du corps pour que les testicules ne puissent plus réguler leur température. Et comme elles sont exposées à la température du corps, elles vont en fait se mettre en veille, en sommeil prolongé, et donc ne plus produire de spermatozoïdes. C'est ça le principe de la thermique, c'est tous les jours, en fait, endormir ces testicules, la production de spermatozoïdes, en les exposant à la chaleur de son propre corps. Et pour faire ça, il faut pouvoir les maintenir dans un endroit où elles sont à 37 degrés. Et cet endroit, c'est le pubis, c'est là le triangle où il y a les poils, au-dessus de la racine de la verge. Dans ce triangle-là, il y a 2 poches dans lesquelles chaque testicule, le droit et le gauche, peut remonter et se maintenir. Voilà. Cette idée que oui, ça pouvait être inconfortable, douloureux, tout ça, ou que ça pouvait être une contrainte, une charge de tous les jours, se remonter les testicules.
Au final, je l'ai pas du tout vécu comme ça, je l'ai vécu comme plutôt quelque chose d'assez plaisant. Certes, c'est pas agréable tous les jours, il y avait des jours où j'avais pas spécialement envie de me remonter les testicules, mais il n'empêche, c'était tout à fait acceptable et c'est vraiment devenu un geste rituel, quoi. Un extrait de l'émission Les Pieds sur Terre sur les hommes contraceptés, ici le témoignage de Maxime qui a fait de son propre corps un terrain d'expérimentation avec curiosité, inventivité et vulnérabilité aussi. Une expérimentation qui non seulement l'a amené à prendre à sa charge la contraception de son couple, mais aussi d'inventer une solution ingénieuse, écologique et presque éthique je dirais, à nano qui permet de remonter les testicules et qui devient un geste quotidien et rituel comme il le dit. Et vous, vous êtes intéressé à la communauté de l'anneau, une communauté secrète mais à laquelle vous avez eu accès et vous lui avez même donné une part importante dans la dramaturgie de votre spectacle. Vous pouvez nous raconter ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu effectivement accès juste à la connaissance de l'existence de ce groupe par Maxime Labrie. Et parce que c'était un moment où j'étais en train de faire ma recherche, on a trouvé ça ok et judicieux que je puisse un peu me balader dans ce groupe qui, par ailleurs, rassemble plutôt des personnes qui ont acheté l'anneau contraceptif et qui après vont devoir trouver des petites solutions, ont besoin de conseils pour des trucs d'entretien, des trucs un peu de plein de niveaux. Et du coup, je tombe sur cette littérature complètement de niche, on pourrait dire, et je la trouve tout de suite extrêmement pertinente pour plein de raisons, notamment parce que déjà par rapport à peut-être faut déjà que j'explique un peu ce qu'il y a dans cette communauté. Donc ce sont des discussions entre hommes contraceptés. Il y a une petite section pour des personnes non binaires, mais globalement c'est comme beaucoup des hommes cis hétérosexuels qui échangent sur ce forum. Et ils vont échanger à plein de niveaux différents, que ce soit sur, je sais pas, j'ai une pratique d'escalade et donc un baudrier, et qu'est-ce qui est mieux de faire par rapport à la remontée testiculaire. J'ai des irritations, donc plutôt quelle crème utiliser. Voilà, il y a énormément de sous-catégories autour de cette pratique. C'est vraiment assez passionnant, même sociologiquement, je dirais. En ressort aussi quelque chose auquel moi, je pense que j'avais pas accès, c'est-à-dire une sorte d'entraide, mais extrêmement douce, extrêmement bienveillante, et aussi une expression de tendresse entre ces hommes. Et je voyais bien aussi que ces discussions étaient une sorte de prétexte à créer ou tisser aussi des liens assez inédits entre ces hommes. Et je voyais ou j'entrevoyais une forme d'homoérotisme, parce que c'est quand même des discussions qui tournent beaucoup autour des organes sexuels, et voire même par moments, voilà, on en rigolait un peu avec Maxime, mais il y a des moments où de manière pragmatique, ils sont obligés de se montrer aussi leur sexe, ils s'envoient des dick pics peut-être pour pour savoir si le truc est bien positionné ou pas. Depuis que Maxime a diffusé son anneau, une nouvelle communauté s'est reformée, cette fois-ci via des forums en ligne, pour que des hommes en train de se contracepter puissent s'entraider. Ils sont aujourd'hui quelques centaines, et cette communauté s'appelle la communauté de l'anneau. Voici un extrait de leur discussion. Marco, je ne sais pas si d'autres sont dans mon cas ou l'ont été. L'anneau m'irrite fortement à la base du pénis. Peut-être est-ce lié au fait que je rase cette zone. Je vais laisser repousser pour voir si au naturel, ce n'est pas mieux. Isha, salut. C'est le cas de certains d'entre nous. On a échangé il y a quelques semaines là-dessus. Quelqu'un a conseillé le gel d'aloe vera pour soulager des démangeaisons. Ce que j'ai fait, ça marche plutôt bien. Ça marche plus pour le pénis que la base du scrotum, ceci dit. Au niveau de la pilosité, l'avis général est que c'est plus confortable sans poil. Mais dans tous les cas, ce serait intéressant de partager les solutions trouvées par les uns et par les autres. Marco, merci pour ce résumé. Je vais essayer raser. Et c'est vrai que pour l'instant, la pose-dépose de l'anneau ressemble à une séance d'épilation. Xavier, salut. Juste par curiosité, pour pallier aux irritations, est-ce que vous rasez, tondez, épilez, laissez pousser les poils ? Se contracepter, c'est sans doute une des façons de réfléchir à la déconstruction de son genre, quelque part, de
que la sexualité ou le désir soit peut-être pris dans cette arène-là de la déconstruction, ça paraît complètement cohérent. Et voilà, et du coup, moi, j'étais très touchée, en fait, par cette vulnérabilité qui s'exprime dans ces conversations. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que ce qui me paraissait très pertinent, c'est que d'habitude, dans les médias, la contraception testiculaire est on pose plutôt la question de est-ce que les hommes sont prêts, voilà, et ça pour moi c'est une question très misogyne, enfin on s'en fout un petit peu que les hommes soient prêts, si on est pour l'équité, il n'y a pas trop à se poser la question. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très insatisfaisant dans la façon dont étaient posées les questions, et en fait leur parole, je la trouve beaucoup plus potentialisante. Déjà elle exprime des sortes de visions de ce que c'est qu'un quotidien de personnes contraceptées. Et puis ça parle plus d'un futur, je sais pas comment dire. Il y a un terreau vachement plus permissif que est-ce qu'on est prêt ou pas. En fait, il y a des gens qui sont pas seulement prêts, mais qui sont en train de faire l'expérience et ils ont plein déjà de micro-savoirs autour de tout ça. Donc c'est plutôt ces personnes-là, je pense, à qui il faut donner un peu de visibilité, par exemple. Et justement, ça participe à créer un contretemps, en fait, dans la pièce. Il y a quelque chose aussi de drôle et de léger qui arrive à ce moment-là et qui prend le public aussi, pas à partie, mais en tout cas qui l'intègre dans la discussion de manière drôle et légère. Enfin, ça matérialise en tout cas cette communauté qui a priori secrète. Enfin, on peut très facilement, par la manière dont vous l'amenez au plateau, se reconnaître, se projeter en tout cas facilement dans ces dialogues-là. C'est drôle ce que vous dites parce que en même temps, moi je me rends compte que c'est un peu une réception à double ou même à triple expérience, c'est-à-dire que il y a quelque chose de beaucoup plus léger souvent pour des femmes, je le remarque, qui ont une expérience peut-être longue et fastidieuse de la contraception, pour qui en fait cette prise de conscience ou ces débuts pour les hommes ou des personnes à testicules, de gestes contraceptifs, ça peut faire un peu sourire, parce qu'en plus, il y a beaucoup de do it yourself, donc ça a l'air d'être un truc assez rigolo, parce que voilà, on utilise des montres, on utilise un peu tout ce qu'on trouve pour en cas d'oubli d'anneau. Donc ça fait écho, je pense, aux expériences effectivement des femmes dans la contraception. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui me disent, moi, le rire ou la légèreté à ce moment-là, elle m'est plus difficile parce qu'en fait, je suis vraiment en train de me connecter de manière plus premier degré. Et moi, c'est un exercice un peu d'équilibriste pour moi, cette partie. Je pense pas être dans la moquerie. Je comprends le rire des personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus intenses et pour qui ça paraît genre vraiment très mignonnet et un peu risible peut-être. Et en même temps, j'entends aussi que plein de personnes, et d'ailleurs c'est pas aussi binaire que ça, c'est pas les hommes se rattachent à ça, mais je comprends en tout cas la réception qui est plus que les gens aient envie de pleurer aussi en fait. La légèreté, je l'entendais plutôt d'un point de vue de soutien en fait. Enfin, c'est la manière dont vous l'amenez au plateau, cette parole-là, elle met, enfin en tout cas du coup je peux parler que pour moi, elle m'avait mise plutôt en soutien ou en solidarité de cette communauté d'hommes justement qui cherchent ou qui dessinent peut-être un avenir désirable, ou en tout cas qu'on aimerait un peu plus voir se répondre. Et justement, je me demandais en fait de ce silence qui existe dans la société sur les solutions de contraception, alors disons testiculaire ou masculine, pour dire en tout cas plus largement la contraception masculine, parce que il y a pas, je crois, que la solution des hormones de couple, il y a aussi des solutions chimiques. Mais qu'est-ce que cela ça dit pour vous en fait, des solutions qui sont avérées opérantes, mais qui se trouvent finalement peu connues, peu commercialisées, donc pas du tout pris en charge, pas du tout, partagées, disons. Je pense que ce silence, le fait que ce soit assez peu désirable, ça raconte la société, ça raconte le regard qu'a posé la société sur ces méthodes pendant très longtemps. Enfin, cette méthode date des années fin 70, mais en fait non, c'est bien plus ancien. Même Hippocrate avait déjà compris, avait eu l'intuition très très quand même claire qu'il y avait un rapport entre chaleur et fertilité, par exemple au niveau de la zone des testicules. Donc c'est un désamour très ancien, et je crois que ça raconte plein de choses. Par exemple sur le fait que le remonte-couille toulousain, donc ce slip qui fait la remontée testiculaire, le fait qu'il n'ait pas été commercialisé, ça raconte
Par exemple, le fait que, en France, on a beaucoup plus misé sur, des méthodes, chimiques, hormonales, qu'une méthode, naturelle qui peut paraître un peu sorcière justement. Ou que c'est aussi un dispositif trop pauvre et qu'en fait, dans une société capitaliste, dans une société assez rationnelle, que ça ne coûte rien la contraception, ça c'est pas très compatible. Au commencement, tout est organique et naît de la voix. Dans la tragédie, presque tout provient de la voix. Même si parfois aussi j'utilise des rochers ou d'autres éléments naturels qui émettent un son naturel. Qu'ensuite je mixe pour que ça ne ressemble pas à un collage. C'est pour cela que ça sonne un peu comme l'idée qu'une personne pourrait avoir de la musique électronique. Je cherche quelque chose qui pourrait exister dans l'extrême. Les variations de fréquences, la gamme des fréquences, le tempo, la vitesse. Je cherche une musique qui parle au corps, sans pour autant devenir de la dance music. Et si j'ai un son très rythmé, il est souvent polyrythmique. Et il est impossible de taper du pied en cadence dessus. Je cherche des sons qui soient doux, même si dans la performance le son est très fort. Les sources sont presque silencieuses, intimes. Normalement, les micros dont je me sers sont placés très proches des sources. Et si j'augmente le son pour créer une bonne saturation, ils sont toujours sur des sons très très doux à la base. Un extrait avec la voix de Scott Gibbons, complice et créateur sonore du metteur en scène Romeo Castellucci. Il décrit ici une musique qui parle au corps, captée au plus près des sources sonores. Et dans votre spectacle, le son a également une place importante. Vous avez cherché, avec la complicité de l'artiste sonore Helg, à capter le son du corps, le son que génère le mouvement, le son de cette danse testiculaire, en déployant plusieurs capteurs sur scène pour créer une matière sonore que Helg travaille en live, puisqu'il est avec vous sur le plateau à vue du public. Pourquoi la narration sonore devait prendre cette place importante dans votre projet et comment vous avez travaillé avec Helg pour lui donner cette place-là justement? Le rôle du son a toujours une place assez importante, je pense, dans la façon dont je crée. Pour pas mal de raisons, mais notamment parce que j'ai une sœur qui fait de la musique et je pense que depuis toujours, j'ai un goût et une familiarité avec ça. Par rapport à la grande remontée, j'ai senti assez rapidement que j'avais du mal à travailler avec l'idée d'une bande son, que par ailleurs, c'est un excellent aussi, improvisateur, très drôle et très sensible, très capable de rebondir sur, tout un tas de choses et donc voilà aussi je pense qu'on pouvait je sentais plus de potentiel dans un rapport, au présent, par rapport, au son. C'est Helg donc qui a proposé que en fait dans mon costume de tanuki, une sorte de micro-contact qui est pris dans le costume à l'intérieur étant une sorte de gros édredon en plumes de ma grand-mère. Et voilà, et on a un peu travaillé autour de ce langage sonore, de l'intérieur du corps en fait, d'une sorte de monde assez, à la fois un peu organique, enfin plutôt organique, mais qui peut avoir aussi des échelles très différentes. Moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose de très cosmique aussi, ou une sorte enfin, ça me fait penser à quelque chose de très SF. Voilà, c'est un langage extrêmement, voilà, qui est pas complètement humain.
et je pense que voilà, je voyais quelque chose d'assez précieux par rapport à l'expression de Stanuki, qui fait un peu l'expérience de la découverte de son corps, et une sorte d'expérience un peu au premier degré, où tout fait du bruit, tout grince, on découvre, enfin, une sorte de première traversée et découverte de son corps, en même temps que le public découvre aussi un peu mon corps. Donc d'être un peu au niveau zéro de l'expérience de ce corps sonore et plastique. Il y avait vraiment cette dimension aussi, c'est une partie qui peut se permettre pas mal de minimalisme, en fait. Un battement d'aile ou un presque rien a des conséquences sonores. Et je crois que cette idée un peu de tension, de menace douce, finalement, c'était un langage pas mal par rapport à ces testicules. Voilà, elles peuvent être très très douces, mais elles peuvent avoir un langage assez douce, mais elles peuvent aussi monter très fort. C'est ce que dit Scott Givens là dans l'extrait, c'est les sons enregistrés initialement sont très doux, très faibles, mais leur usage ou la place qu'ils prennent après dans la création, en tout cas au plateau, enfin ça crée une dimension un peu plus englobante et un peu plus impressionnante aussi. Complètement, et ça garde une ambiguïté, je crois aussi. Voilà, ça pourrait être plein de choses. Moi, je trouve que ça crée un rapport sonore et chorégraphique où ça pourrait. Il y a des trucs en puissance, je sais pas comment le nommer mieux que ça, et la figure elle-même du tanuki est un peu ambiguë, ça pourrait être un peu un manspreading complètement chelou et un peu halluciné, et en même temps c'est une sorte de poche qui peut paraître très lourde et comme une sorte de charge, enfin des couilles comme une charge énorme. Et voilà, je pense que le son appuie un peu là-dessus, sur cette idée que c'est un corps multiple et que j'active, qui s'active tout seul, et qui participe aussi à l'idée inclusive, moi, que j'entends aussi ou que je souligne, c'est-à-dire c'est pas, enfin, vous aviez raison de repréciser que c'est les personnes qui ont des testicules et pas forcément ni les hommes cis ni les personnes en tout cas queer, enfin c'est-à-dire qu'il y a une recherche qui est plutôt, enfin qui dégenrait en fait quelque part, qui creuse un territoire qui n'a peut-être pas été abordé jusque-là et encore moins au plateau. Donc aller voir les formes que ça peut prendre aussi à la fois en termes de costume, en termes sonores, ça participe à cette ouverture-là aussi, je trouve. Ouais, je pense qu'il y a vraiment de ça. Oui, il y a une sorte de, il y a peu de représentation pour évidemment de la contraception testiculaire, mais même aussi juste de cet organe, quoi, de façon assez différente, mais quand même. C'était intéressant de trouver des langages. Il y a ça aussi qui se produit quand on parle de grammaire. Sur la scénographie, on a écrit une sorte de petit... Enfin, Darius a imaginé une sorte de petit glossaire de formes de testicules qui ressemble un peu à des hiéroglyphes. Et en fait, ça me fait penser à ce qu'on se raconte sur les représentations des formes possibles, et de la plasticité aussi de genre qu'on n'imagine pas toujours. Ça permettait de donner plein de visions, de sons, qu'on n'a pas encore vraiment nommé peut-être. La Grande Remontée sera visible pendant le festival Actoral à Marseille et à la Soufflerie à Rozay en décembre, et on espère un peu partout ailleurs. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute.